RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, bienvenue dans le débat du jour. Deux débatteurs ce matin, comme chaque jour. Lou Bémont-de-Senneville, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix, Henrik Lindel, bonjour. Bonjour. Journaliste à l'hebdomadaire La Vie, les quotidiens, les hebdomadaires et 3 sujets, Louis Dauphren. Oui, 3 sujets. Le premier, c'est l'intelligence artificielle sur lequel on va revenir. On en avait parlé déjà hier. Et ça nous semblait opportun, judicieux de savoir ce que 2 journalistes avisés en pensaient à la lumière d'une actualité qui est souvent traficotée, tourmentée par la désinformation, la mésinformation aussi dont on parlait hier avec le père Alibert. Les enjeux de ce sommet de l'IA, c'est aussi la France, les ambitions françaises. Est-ce que nous en avons et où pouvons-nous aller dans ce domaine? Et puis on parlera aussi de la Suède. Henrik Lindel est d'origine suédoise. On fera un petit peu le point sur ce modèle suédois. D'ailleurs, où en est-il à la lumière? Alors à la lumière, si je puis dire, c'est une lumière très crue, une lumière très sombre, une obscure clarté, si je me montrais cornélien, avec l'histoire de la fusillade qui s'est produite en Suède. Au-delà de ça, c'est la question de la criminalité galopante dans ce pays qui nous intéresse. Et puis, Bruno Retailleau veut lutter contre la consommation de drogue. Une grande campagne électrochoc est lancée à ce sujet. Nous en parlerons également. Vous pouvez réagir par mail direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Devenir la figure de proue de l'intelligence artificielle en Europe, les ambitions françaises sont grandes, elles se manifestent pour ce sommet mondial à Paris les 10 et 11 février. Vous savez d'ailleurs que l'Église organise une soirée lundi prochain consacrée à ce sujet de l'intelligence artificielle qui se tiendra donc à la CEF. Et donc ce sommet se tient avec l'annonce de 35 nouveaux sites prêts à accueillir en France des data centers. Au-delà de cette question et des ambitions françaises dont nous allons aussi parler, c'est la question de notre rapport à l'IA. Il y a beaucoup d'interrogations qui se manifestent et puis beaucoup de gens se posent la question de savoir ce que ça va changer dans leur quotidien et donc comment ils vont pouvoir s'en emparer. Est-ce qu'on peut déjà avoir une première appréciation de journaliste? Est-ce que Lou Bémont-de-Senneville et Henrik Lindel, déjà vous en avez un usage vous-même en qualité de rédacteur en chef, Lou par exemple? Ah oui, moi j'utilise l'IA à peu près tous les jours comme outil, comme on utilise Google en fait. Donc ça remplace? Ça complète, oui. Enfin, je pense qu'effectivement, ça pour poser des questions, pour aller chercher des informations, pour rédiger pas des articles, parce que j'ai essayé, ça marche pas du tout. Pour rédiger des comptes rendus de réunion, pour voilà. Enfin, ce serait comme un peu faire une sorte de brainstorming avec quelqu'un, vous voyez. Quand vous cherchez quelque chose, voilà, ça peut agiter des idées. C'est pas la panacée ultime. Mais c'est une forme d'aide à la réflexion. Est-ce que ça vous fait gagner du temps? Oui, ça fait gagner du temps. Je pense que c'est un peu comparable à ce qu'a été la révolution Google il y a 15 ans, en fait. C'est-à-dire qu'on se disait à quoi ça va servir. Et puis, en fait, maintenant, c'est devenu une sorte de geste naturel de chercher dans un moteur de recherche. Et je pense que ça va devenir ça. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est un usage assez quotidien. Ouais. Henrik? Je l'utilise rarement, mais j'ai beaucoup de collègues qui l'utilisent, notamment des journalistes un peu plus jeunes que moi. Je pense que vous êtes un peu plus jeune que moi. Je me demande aussi si ce n'est pas une question générationnelle, à titre d'hypothèse, comme ça. Je pense que c'est utile quand même, et je pense qu'il faut s'en servir quand ça peut apporter un plus et quand ça peut permettre de faire des économies en temps. Pour un journaliste, le temps, c'est très important, c'est un élément fondamental. Sinon, il y a dans plein de domaines, l'IA devient de plus en plus important, capital, nécessaire. On ne peut pas s'en passer. Mais quand vous dites justement je l'utilise et c'est devenu comme un moteur de recherche, finalement ça n'est pas un nouvel usage. C'est simplement que l'usage s'est déporté sur un nouvel outil. Mais c'est à peu près la même chose. Oui, c'est à peu près les mêmes questions qu'on pose, mais après on obtient des résultats différents. L'usage est un peu différent, en tout cas. Enfin, on obtient des résultats différents. On peut poser aussi des questions de manière différente. Voilà, c'est un autre cheminement en fait. Donc voilà, il n'empêche pas que ça pose plein de questions. Et comme journaliste, on n'a pas uniquement un usage d'une technique. On se pose aussi la question de ce que ça produit, c'est-à-dire les biais que ça peut produire, d'où viennent les informations. Ça, c'est des questions qu'on se pose tout le temps comme journaliste. Et puis, on est aussi conscient que les sources qui nous arrivent peuvent être aussi aujourd'hui façonnées par l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est pas une question uniquement d'usage personnel d'un outil. Voilà.
Henrik Lindell. Oui. Pour moi, c'est ça qui pose problème, en effet. C'est comment est-ce qu'on est sûr de cette information, d'où elle vient. Certes, l'IA devient de plus en plus performant, certes, les sources se multiplient, mais comment est-ce qu'on peut vérifier tout simplement l'information? C'est aussi simple que cela. Et est-ce qu'on cultive suffisamment le réflexe d'avoir cet esprit critique qui est absolument nécessaire pour notre métier? On sait que les Chinois, par exemple, donc il y a plus d'1 milliard de Chinois, et c'est en passe de devenir la principale puissance économique. En Chine, si on demande aux outils IA ce qui s'est passé en 89 au centre de Pékin, à la place Tiananmen, l'IA ne sait pas répondre. En tout cas, l'IA ne répond pas. Donc, c'est juste une illustration des problèmes qui peuvent se présenter. Et moi, moi, j'ai eu, donc, comme tout le monde chez nous, une formation en IA. Et on s'est rendu compte avec plusieurs que ça demeure une question essentielle. Comment être sûr que ce qu'on obtienne avec l'IA soit juste? Et là, je ne parle même pas de ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire que l'IA peut vous dire n'importe quoi, littéralement n'importe quoi, puisque l'IA n'est pas un producteur de vérité ni d'information. Il ne fait que ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire, par exemple, chercher des informations et l'IA réagit au texte, réagit au sens des mots, etc. Il ne réagit pas à la vérité, hein. Loubet Montsenville. Je pense qu'il faut aussi être attentif à ce que le philosophe Éric Sadin appelle le tournant injonctif de la technique. Alors, on le voit par exemple quand vous êtes face à un GPS. Quand vous êtes face à un GPS, et ben forcément vous le suivez. Vous vous posez même plus la question de comment aller d'un point A à un point B, parce que en fait le GPS il a forcément raison. Ça sert à rien d'essayer de faire autrement, parce qu'il prend non seulement en compte le trajet, mais en plus la circulation, les travaux. Donc voilà, vous le suivez aveuglément, et donc c'est une forme d'injonction, et ce qu'il appelle le tournant injonctif de la technique. Quitte à ce que votre voiture arrive dans le canal, ce qui est déjà arrivé. Oui. Parce que le GPS s'était trompé. Oui, voilà, non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça induit une forme de décollement du raisonnement, c'est-à-dire qu'on suit, la machine ayant toujours raison, de toute façon, moi je mets mon cerveau en mode pause et je suis. Et donc, je pense qu'effectivement, avec ces outils d'intelligence artificielle, on peut aussi avoir ce réflexe qui est de dire, la machine étant supérieure à moi intellectuellement, elle a toujours raison et donc je vais la suivre. Et donc, je pense que c'est cette distance critique, cette capacité d'interrogation qu'il faut, qu'on soit journaliste ou pas d'ailleurs, qu'il faut continuer à garder. Alors c'est vrai que pour un GPS, 99,9% du temps, ça sert à rien de garder une distance critique, parce qu'en fait on fait ça spécialement pour pas s'engueuler avec son conjoint sur comment est-ce qu'on lit une carte, et ça a sauvé plein de couples, je pense, le GPS. Mais en tout cas, je pense qu'il faut garder une distance. Non, Hendrik n'est pas d'accord. Je pense qu'il faut savoir garder une distance critique avec l'outil technique, et y compris avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous craignez pour votre métier, Lou ? Je ne sais pas si je crains pour mon métier. En tout cas, il va changer. Il est déjà en train de changer, ce métier. La manière de chercher une information, la manière de corriger les fautes dans les articles, la manière de... Oui, il y a des choses qui vont changer, mais vous savez, le métier de journaliste, c'est sans doute le métier qui a le plus changé depuis 20 ans, et donc il va continuer à évoluer. Moi, je parlais samedi dernier dans un lycée à des lycéens qui s'interrogeaient sur ce que c'était que de vouloir devenir journaliste, et je leur parlais d'un métier qui, s'ils choisissaient ce métier, allait être autre chose que ce qu'ils allaient faire. Je veux dire, eux, ils vont faire un truc, s'ils veulent être journalistes, dans 20 ans, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Non, c'est vrai qu'on est toujours là, en fait. Et ça fait quand même quelques décennies qu'on dit que notre métier est menacé par telle ou telle révolution technologique. Mais on est toujours là. Il est évident qu'il y a des menaces qui pèsent non pas seulement sur nos métiers à nous, mais sur plein de métiers. L'IA va supprimer des emplois, va supprimer massivement des emplois. Il y a des calculs, des estimations qui ont été faites et qui vont être présentées ce week-end, et lundi et mardi à Paris, au Grand Palais, lors du sommet qui va réunir plein de chefs d'État, etc. On va parler de ça. Ça, c'est une question fondamentale. L'emploi. Parce que l'IA, il est là pour nous aider à être plus efficaces et gagner de l'argent et donc supprimer des emplois. Ça, c'est la grande question. Je parlais d'une présentatrice météo hier d'une chaîne suisse qui s'est lancée en avril 2022, je crois, ou 2023, je ne sais plus, qui donc présente la météo, et c'est une intelligence artificielle, c'est un mannequin, donc évidemment elle
Elle ne prend pas de salaire, elle n'est pas syndiquée, elle ne médit pas autour de la machine à café sur les collègues, elle ne prend pas de vacances, elle n'est jamais malade. Parfait. On peut l'habiller comme on veut, jour et nuit. C'est imbattable. C'est absolument imbattable. L'humain ne peut pas rivaliser face à ce type de proposition. Non, en même temps, c'est pas la machine qui va aller, comme mon collègue Laurent Larcher est allé la semaine dernière dans les tranchées avec les soldats ukrainiens. C'est pas la machine qui va enquêter en profondeur sur les vicissitudes économiques de tel ou tel patron de grande industrie. C'est pas la machine qui va expliquer, comme mon collègue Laurent de Boissieu l'a fait, va faire cette espèce de grande enquête sur ce que c'est que le bon sens en politique, et voilà, va nous aider à penser. C'est pas non plus la machine qui va nous dire pourquoi Donald Trump fait ou ne fait pas ça. Voilà, il y a aussi besoin d'intelligence humaine. Alors peut-être que c'est du wishful thinking, comme on dit en bon français, mais en tout cas, voilà, je pense que il y a quand même quelque chose qui reste. Une singularité qui demeure. Ouais. L'IA n'est pas humain. L'IA n'est pas un être humain. Nous sommes des êtres humains. La rencontre, par exemple, l'interview continuera à exister comme genre journalistique, et c'est pas rien. La rencontre, ce qu'on est en train de faire maintenant, le débat, et encore une fois, la réalité ou la réalité qui existe autour de nous, elle est toujours là, elle sera toujours là, elle est indépendante de l'IA. C'est-à-dire qu'il faut que nous allions chercher dans la réalité des choses à dire à nos contemporains. La frontière entre la réalité et la fiction devient très fine. On prend l'exemple de cet homme qui est tombé amoureux de l'IA, pensant que c'était une vraie personne. Oui. Il a fini, le pauvre, par se suicider parce que, évidemment, il s'est rendu compte un jour qu'il s'était trompé. Il y a quand même la frontière fine entre fiction et réalité qui vient poser problème, non ? Oui, elle vient poser problème, mais c'est globalement l'immixtion du numérique dans nos vies. C'est-à-dire que vous parliez de la naissance d'un sentiment amoureux à l'égard d'une machine. C'est aussi l'immixtion du numérique par les applis de rencontre, enfin voilà, c'est une réalité de notre vie qui s'est développée, et donc avec tout ce qui va avec en termes d'illusion, de tromperie, de fausseté. Et on est sur une radio chrétienne, religion de l'incarnation, justement, une religion du réel. Henrik Lindell, est-ce que, d'un point de vue chrétien, ça pose pas de question, cette c'est exactement ce que j'ai voulu suggérer tout à l'heure. L'humain continuera à exister, l'humain est nécessaire. Là, il y a effectivement un rapport, pas seulement avec l'incarnation, mais avec c'est l'anthropologie humaine dont on parle ici. Elle continuera à exister. Moi, je pense qu'il ne faut pas d'abord avoir peur. N'ayez pas peur, ça c'est quelque chose qui nous parle aussi. Mais il faut savoir se demander, alors comment est-ce que cela peut nous servir ? Sur quel point est-ce qu'il faut être vigilant ? S'il est question de suppression d'emplois, et il y aura question de suppression d'emplois, ça nous concerne très directement. Ça. Comment est-ce que les gens qui n'ont plus le métier qu'ils avaient avant peuvent trouver autre chose par rapport à cette révolution technologique, industrielle qui s'annonce ? Moi, ce qui me fait un peu peur parfois, c'est quand j'entends ces discours systématiquement alarmistes et alarmants, qui insiste sur l'idée que oui, mais attention, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme les autres, il faut être un peu différent, il faut trouver une singularité ou une originalité européenne par rapport à la Chine et les États-Unis. Moi, je n'y crois pas un seul instant. Je pense qu'il faut, si vous voulez, là j'y vais un peu franco, hein. Je pense qu'il faut pas être en retard par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis, parce que c'est une révolution industrielle majeure, une révolution industrielle tout court qui s'annonce. Et donc, est-ce que on met suffisamment d'argent, suffisamment d'investissement ? Est-ce que nos budgets recherche soient adaptés aux besoins ? Nous sommes dans une compétition mondiale. Mais peut-on rivaliser, on ne peut pas passer. La question est de savoir quelle sera notre place dans cette compétition. On sera numéro 3, nous on sera numéro 4, j'en sais rien. Mais il faut être dedans. Il ne faut pas être absent de cette compétition. Et quand on apprend rien que les montants qui sont investis en Chine et aux États-Unis... 100 milliards pour Amazon pour l'année 2025. Et quand on apprend les sommes qui sont investies en Europe, qui sont donc très inférieures à ce qui se fait en Chine et surtout aux États-Unis,
là, ça me fait un peu peur. Bon, désolé d'être un peu, voilà, c'est pas forcément ce que vous attendiez, Non, mais simplement, ces paroles de vigilance, ces paroles d'esprit critique, etc. Oui, sûrement. Mais cette révolution technologique, industrielle, aura lieu. Me permettez-vous de faire un petit peu de pub pour les confrères, en l'espèce du service public? C'est Radio France qui, pour en quelque sorte faire écho au sommet de l'IA, va diffuser aujourd'hui une émission entre 13h30 et 14h sur une expérimentation, une émission de témoignage, d'habitude ancrée dans le réel, mais pour une fois totalement fausse et entièrement réalisée par l'intelligence artificielle. Vous avez des gens qui vont témoigner sur un sujet. Le sujet qui a été choisi, c'est un homme et une femme qui racontent comment ils sont restés coincés dans un téléphérique en 1975 et 2016. Tout est faux, les histoires, les voix synthétiques créées par IA, etc. Donc, dès que le média introduit une forme de distance, et malheureusement, en radio, enfin malheureusement, c'est aussi le cas de la radio, il y a une forme de distance malgré tout, même si la radio intimise beaucoup la relation, on peut en fait faire des choses qui peuvent tout à fait être indiscernables aux yeux du public et être totalement fausses. Oui, mais c'est vrai à l'écrit, c'est vrai à la télévision, Oui. c'est vrai d'un récit de fiction en fait. Exactement. Donc, ça, c'est Oui. Après, la question, c'est pas l'IA, c'est l'utilisation. Enfin, je veux pas avoir un discours utilitariste, mais là, en l'occurrence, la question, c'est de savoir si on fait passer pour vrai une fiction. Et donc là, ce qui est intéressant dans l'exemple que vous citez, c'est qu'effectivement, c'est démonstratif, c'est-à-dire que c'est pour démontrer que on peut créer une fiction complète avec cet outil. Mais je voulais revenir sur le rôle de l'Église catholique. Effectivement, l'Église catholique, elle doit prendre sa part à la réflexion autour de l'IA. Elle a déjà commencé à le faire un peu, avec 2 messages qui sont sortis, notamment du Vatican. Mais je veux dire, aujourd'hui, la réflexion éthique sur ces sujets, elle n'est menée que par les grandes entreprises. Elle est menée par Microsoft, notamment. Mais il faut un acteur qui soit en dehors du jeu industriel, économique, et qui soit en capacité de penser cette révolution. Et justement, Lou, vous qui avez été au Vatican et vous qui avez traité les questions éthiques, vous pouvez croiser les deux. Oui, et je pense qu'il y a encore de la marge, pour le dire de manière un peu comme un euphémisme, pour penser sur ces questions. Et voilà, l'Église catholique, elle doit investir massivement sur ce sujet-là, pas en termes économiques, mais en termes intellectuels, en termes moraux, aussi en termes spirituels, parce que c'est son boulot. Et à un moment, le travail de l'Église catholique, c'est aussi d'aider à discerner le bon du mauvais, le bien du mal. Et donc, elle doit aussi aider à penser, à donner des clés de lecture sur ces questions. Et je pense qu'elle ne le fait pas assez. Bien que ce soit très évolutif. Oui, ben, je veux dire, si elle attend que tout évolue, bon. Non, mais par exemple, le Saint-Siège pourrait utiliser un outil IA pour faire de meilleures traductions. Ah oui, ce serait pas mal, oui. Bah oui, ce serait pas mal. Exactement. Et déjà, ça c'est concret, voilà, c'est précis, c'est nécessaire, c'est utile. Eh bien, le message est lancé. Henrik Linden et Lou Bémont-Senville pour le débat du jour. Vous pouvez continuer à réagir par mail direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. Portrait. Bonjour, c'est Simon Tatro. Portrait, c'est tous les jours à 12h15, un quart d'heure en tête-à-tête pour découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ses engagements. Qu'ils soient artistes, reporters ou responsables associatifs, ils nous racontent leur expérience et ce qui les anime. Portrait, c'est tous les jours à 12h15 et 19h30. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. L'association aux captifs La Libération et l'enseignement privé catholique de Paris ont mis en place des outils pour sensibiliser et protéger les mineurs victimes de prostitution au sein de l'école. Une enquête à lire dans Paris Notre-Dame. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Vous vous inquiétez de ne pas retrouver vos repères habituels sur notre antenne, et c'est normal, nous avons effectué des changements à la rentrée, car nous avons la conviction qu'il nous faut travailler ensemble avec le réseau RCF si nous voulons grandir et rayonner davantage. Radio Notre-Dame, désormais sur l'antenne de RCF, c'est une réalité et il faut s'en réjouir. N'hésitez pas à nous soutenir dans cette aventure par virement sur le site de Radio Notre-Dame ou tout simplement par chèque à envoyer au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e. Je compte sur vous et merci beaucoup. Il est 9h30, le retour de l'information avec Cécile Mérieux.
Le budget de l'État pour 2025 a été définitivement adopté au Parlement hier, après un dernier vote au Sénat. Enfin se termine le parcours tumultueux de ce texte suspendu en décembre par la censure du gouvernement Barnier. Autre vote et débat houleux, l'Assemblée a décidé de restreindre le droit du sol à Mayotte. Le nouveau texte porté par les Républicains renforce les conditions d'obtention de la nationalité française. Les 2 parents d'enfants nés et résidant sur le sol français doivent résider eux-mêmes en France depuis au moins 3 ans et non plus 3 mois. Le sommet sur l'intelligence artificielle s'est ouvert hier à Paris et déjà une annonce d'envergure du président de la République. Les Émirats arabes unis construiront en France un data center géant d'une capacité de calcul pouvant aller jusqu'à 1 gigawatt. Il fera partie d'un campus axé sur l'IA, le plus grand en Europe selon l'Élysée. Par ce projet notamment, la France ambitionne de devenir la figure de proue européenne de l'IA. La justice a ordonné à la ville de Biarritz de débaptiser le quartier de la Négresse. C'est une décision historique selon l'association requérante. Elle salue un refus de la banalisation du racisme. Cette association considère que le terme portait atteinte à la dignité de la personne humaine. Emmanuel Macron annonce le remboursement intégral des fauteuils roulants. La mesure rentre en vigueur à partir de décembre prochain. Une décision saluée par les associations. Elles militaient depuis longtemps pour cela. Israël prépare un plan pour un départ volontaire des Palestiniens de la bande de Gaza. L'Égypte, l'un des médiateurs du conflit entre Israël et le Hamas, a estimé que le soutien israélien au plan Trump menaçait ces négociations en cours. Elles sont censées préparer la 2e phase de l'accord de cessez-le-feu. Enfin, à Taïwan, la menace chinoise continue de planer. Le ministère de la Défense affirme avoir détecté ces dernières 24 heures des ballons, avions militaires, navires de guerre et 2 navires officiels chinois autour de Taïwan, l'île que Pékin considère comme une partie de son territoire. Merci beaucoup, Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Toujours avec Lou Monsenville et Henrik Lindel. On va aller en Suède. Une scène d'enfer s'est déroulée dans le centre de formation pour adultes d'Örebro, dans le centre du pays. Un tireur a tué 10 personnes de plusieurs nationalités. La Suède est traumatisée, peut-on lire et écouter, entendre sur plusieurs médias. Les circonstances, en tout cas les motivations du tireur âgé de 35 ans, qui avait semble-t-il des problèmes psychologiques, eh bien sont pas très connu. Alors, si on en parle, c'est qu'il y a un rapprochement. Dans un article du Figaro, on a pu lire également le mot « enfer », une descente aux enfers soudaine, brutale et meurtrière, dans cet article daté du 4 février, qui parle du royaume scandinave, devenu en quelques années le théâtre de guerres de gangs issus de l'immigration. Il n'y a pas de rapprochement entre les 2 faits, entre ce qui s'est passé, cette fusillade du tireur isolé, donc, et la question des gangs qui minent la société suédoise. Mais c'est l'occasion de se poser la question du modèle suédois, si longtemps mis en avant comme étant une source de pacifisme, de consensus même, par rapport à une France fracturée dans ses passions. Henrik Lindel, vous-même qui êtes d'origine suédoise, pouvez-vous nous renseigner là-dessus ? Oui, alors je pense déjà que vous avez très bien présenté un vrai problème par rapport à dans nos attitudes en tant que journalistes face à une tragédie, un drame et un événement important. Donc la tuerie à Örebro, c'est quelque chose d'historique en Suède. On n'a jamais vu ça avant en Suède. Il y a eu quelques attaques contre des écoles en Suède, mais elles n'étaient pas du tout comme ça. Elles étaient moins meurtrière et là elle avait des motivations clairement xénophobes par exemple. Là on ne sait pas encore que cherchait en fait ce meurtrier. On le saura peut-être aujourd'hui ou demain. On connaît pas non plus, on n'a même pas une liste des victimes. Ce sera probablement publié ça encore aujourd'hui. Alors lier cet événement-là, donc une attaque contre une école, un peu comme ça se fait régulièrement aux États-Unis, etc., à la criminalité des gangs en Suède, qui est un phénomène à la fois connu, extrêmement grave. Lier les deux, pour moi, c'est pas du tout évident, quoi. C'est pas la même chose. On sait pourquoi il y a la criminalité des gangs, on sait que c'est une question de trafic de drogue, on sait que c'est toute une industrie, en fait, et c'est mafieux. Et c'est un but, on sait pourquoi ils se tuent entre eux, en général, là, il y a des règlements de compte, etc. Ceci n'a rien à voir avec la tuerie à l'école à Örebro, qui a eu lieu le 4 février. Et alors, quand vous parlez de modèle suédois, alors le modèle suédois, c'est quelque chose c'était un concept qu'on utilisait en économie et
Et en macroéconomie, effectivement, vous avez parlé de consensus. Ensuite, on a traduit ça dans tous les domaines, en fait. Le modèle suédois, c'était partout, en fait. C'était quand on était dans le lagom, c'était un concept typiquement suédois. Ça veut dire juste au milieu, ce qu'il faut. La modération, la nuance, etc. En réalité, la société suédoise, depuis 30 ans, est devenue une société extrême dans plein de domaines. C'est-à-dire qu'on a fait des réformes libérales, en l'occurrence, qui ont déstructuré gravement l'école. Quand je dis ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus aujourd'hui. Il y a eu effectivement une immigration de masse. On n'a jamais vu de tels phénomènes migratoires dans un pays industrialisé. C'est un phénomène incroyable, en fait, en Suède. Et c'est un phénomène largement sous-estimé, y compris par les Suédois qui ont la responsabilité d'avoir assez mal, d'ailleurs, organisé cette immigration de masse. Je le dis comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien ou c'est bien, etc. C'est simplement un fait unique. Survenu après 2015 ? Non. Ça a commencé dans les années 90, 2000. Ensuite, en 2015, un peu comme en Allemagne, c'était une année extrême. Mais depuis 2015, tous les partis, sauf les écologistes et l'extrême gauche, tous les partis sont d'accord pour dire qu'il y en a eu trop. Voilà. Mais encore une fois, et donc même les sociodémocrates, par exemple, qui donnent des leçons de morale à la terre entière, ils sont d'accord pour réduire très fortement l'immigration. Donc ils ne sont pas du tout comme la gauche française, par exemple, là-dessus. Et c'est un problème par rapport à l'aspect, parce que l'intégration n'a pas été suffisante, parce que ça a suscité des problèmes, des phénomènes de ségrégation extrêmement importants en Suède. Et encore, j'insiste pour dire que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas une qui se manifeste comment, mais simplement, la ségrégation ? encore une fois, Louis, ce problème-là, que la droite aime souligner, la droite en France, et que la droite populiste partout en Europe, elle parle de ça tout le temps, elle fait de ça l'axe majeur de toute sa réflexion, etc. Encore une fois, et vraiment, Louis, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qui s'est passé à Örebro le 4 février, où un meurtrier, homme solitaire de 35 ans, qui n'avait absolument pas de revendication, il a pas laissé de message derrière lui, on n'a pas pu comprendre encore aujourd'hui, 3 jours après, s'il avait prononcé des paroles en tuant plein de personnes. On ne sait pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Mais on sait que ce profil qu'il avait, on l'a vu ailleurs. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Finlande, on l'a vu dans d'autres pays nordiques d'ailleurs. On l'a peu vu en France, en Italie. Ça c'est une titre d'hypothèse. Ça c'est intéressant. Donc ce genre d'homme, souvent blanc, qui a des problèmes psychologiques apparemment assez graves. D'où ça vient ce phénomène? Là, ça me paraît intéressant de parler de ça pour l'instant. Maintenant, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça c'est important. Hein. On ne sait pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Dire qu'il était raciste, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des victimes, beaucoup de victimes. Que ce soit dans un sens ou dans un autre. D'origine immigrée, mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que lui-même, il a fréquenté cet établissement en 2021. Je veux dire, il a commis ses actes dans un environnement qu'il connaissait par cœur. Il peut y avoir d'autres motivations que simplement xénophobes. Lou Bémont-Selleville. Oui, effectivement. Je veux dire, alors moi, sur le modèle suédois et sur la société suédoise, que je ne connais pas, je vais suivre Henrik, qui la connaît par définition mieux que moi. Non, moi, ce qui m'interroge, effectivement, c'est les motivations du tueur, qui sont aujourd'hui complètement inconnues. Le mot d'enfer que vous employez a été utilisé par la police suédoise hier au cours de sa conférence de presse. Inferno, oui. Donc voilà, effectivement, on ne sait aujourd'hui à peu près rien des motivations de cet homme qui a tué 10 personnes avant de retourner l'arme contre lui. On ne sait pas non plus grand-chose des conditions de l'intervention de la police suédoise et de la manière qui apparemment n'a pas fait feu pendant la fusillade. Enfin voilà, on sait quand même pas grand-chose. On sait pas grand-chose. Et donc quand on sait pas grand-chose sur un fait divers ou sur un drame, moi j'ai toujours un peu de mal à le commenter. Les leçons sont difficiles à tirer, bien sûr.
Oui, c'est un peu tôt. S'il y en a. En tout cas, c'est un peu tôt pour tirer les leçons de cet événement-là. Si ça ressemble à ce qui s'est déjà passé aux États-Unis, si on aligne ce type de fait à, j'allais dire, à la matrice américaine et à l'usage qui peut être fait là-bas des armes à feu, comment expliquer finalement, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, Henrik, que les pays latins soient moins concernés? Est-ce qu'il y a une sorte de tropisme géographique sur le sujet ou culturel? Oui, attention, maintenant c'est moi qui lance une hypothèse. Oui, bien sûr, mais je ne m'appuie sur pas grand-chose, mais je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a eu beaucoup de school shootings, comme on dit en anglais? Parce que aux États-Unis, c'est devenu un concept, je ne sais même pas comment on le dit en français, hein, school shootings. Tuerie dans les écoles. Tuerie dans les écoles, ça fait bizarre. Mais là-bas, c'est tout un terme. Il faut souhaiter que ça mais c'est un terme ça n'existe pas en français. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Chez nous, on a des islamistes, on a des fous, on a des gens qui tuent, hein, et il y a quelqu'un qui a égorgé un prêtre, qui a décapité un prof, etc. Ok, donc on a ça. Donc c'est pas pour dire que tout va bien en France, mais simplement le type solitaire, sans revendication apparente, aucun lien social. Le Suédois en question, il n'avait pas de revenus depuis plus de 10 ans, aucun diplôme scolaire. Soudainement, il passe à l'acte. Ce phénomène-là, encore, je redis, je ne l'ai pas vu tellement en France, en fait. Et ça, maintenant, peut-être que je me trompe totalement, Louis. Peut-être que je lance une hypothèse totalement bizarre. Hein, non, mais c'est une observation. Mais je constate simplement que quand on parle de ces problèmes-là, on parle des États-Unis. On a eu un cas aussi en Finlande, il y a déjà longtemps. On a eu Breivik en Norvège, bien sûr. Sauf que Breivik, c'était très revendiqué de sa part. Sauf qu'il avait quand même le même profil, totalement solitaire. Donc, bon. Et maintenant, on a eu ça en Suède. Donc, juste, je voulais quand même ajouter que quand Louis dit à juste titre qu'on ne peut pas dire grand-chose sur lui, finalement, on peut dire des choses qu'on vient de dire. C'est-à-dire que c'est quand même un profil très particulier qu'on a vu ailleurs. Donc, on peut dire aussi que ça déstabilise vraiment la société suédoise. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant de réactions de la classe politique. Il y a le roi et la reine qui sont allés à Örebro. Il est important de poser des actes d'apaisement et c'est un peu comme le meurtre de Olof Palme en 1986 chez nous. Hein. Donc c'est considéré comme un événement extraordinairement important. Je voulais juste partager ça avec vous. Hein. Les répercussions sont énormes. Alors qu'on a effectivement déjà une criminalité galopante par ailleurs, hein, en Suède, hein, mais qui, je le répète, n'a rien à voir avec ce qui vient de se produire. Est-ce qu'il y a un rapport aux armes à feu qui devient un peu à l'américaine? Bonne question. On a vu des images de 2 personnes à Bruxelles sortir avec des fusils d'assaut et faire feu comme ça dans la rue. Est-ce qu'il y a une forme de... Est-ce qu'il faut le comparer à la mexicanisation? On va parler de Bruno Retailleau dans un instant. Est-ce que ça s'apparente à ce type de phénomène? En tout cas, il y a un lien entre la circulation des armes à feu et le drame qui est arrivé. Effectivement, cet homme, manifestement, avait 3 armes chez lui. Il y avait aussi des armes sur place. Il avait apparemment un permis pour 4 ports d'armes. Donc voilà, il y a toujours une question autour de la circulation des armes à feu. Après, je pense qu'on est assez loin de la situation américaine. Vous savez que la circulation et la détention des armes à feu est un droit quasi constitutionnel. Donc voilà, mais oui, effectivement, il y a des questions, il y a toujours des questions autour de la détention et de la circulation des armes à feu, des armes factices. Vous savez aussi de la possibilité d'en imprimer soi-même. Enfin voilà. Mais dans la société suédoise, je dois vous avouer que je ne connais pas assez pour savoir exactement si le nombre d'armes à feu en circulation, le nombre de ports d'armes délivrés est en augmentation ces dernières années. Sauf grosse erreur de ma part, la Suède, c'est à peu près comme la moyenne en Europe. Ce n'est donc pas comme la Finlande, par exemple, qui est un pays très armé par rapport à nous, avec un très faible taux de criminalité par ailleurs. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec la société américaine. Hein. Les États-Unis possèdent tous les records en la matière. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Donc, par ailleurs, maintenant, il y a bien évidemment un débat en Suède sur pourquoi est-ce que cet homme qui avait manifestement des gros problèmes, pourquoi est-ce qu'il avait une licence pour posséder 4 armes? Il en avait 3 sur lui, avec lui à l'école. Normalement, ce genre pour avoir une licence pour porter une arme, normalement, on doit suivre une formation.
Par exemple, pour faire la chasse, parce qu'il avait des armes plutôt pour la chasse, il n'avait aucune formation en la matière. Donc là, évidemment, ça provoque évidemment tout de suite un débat où tout le monde est d'accord pour dire que oui, effectivement, là, il y a un problème. Donc il faut renforcer la législation sur le port d'armes, etc. Mais encore une fois, et là, je ne pense pas que ça correspond à un grand problème en soi en Suède. Par contre, il y a un marché clandestin pour les armes. Il est facile de se procurer une arme en Suède aujourd'hui, mais bien évidemment d'une façon totalement illicite. Henrik Lindell, vous disiez tout à l'heure que c'est donc plutôt un loup solitaire. Est-ce qu'en France, le renseignement arrive à détecter ce type de profil? Est-ce que c'est peut-être pas pour ça aussi qu'il y a eu ça en Suède et pas en France? Peut-être. Bonne, super question. Hein. Là, comment détecter effectivement cette éventualité? Comment imaginer même qu'un homme dont on ne sait pas grand-chose, c'est quasiment indétectable, qui a l'air plutôt gentil, ou en tout cas ordinaire, mais dont au fond on ne sait rien. Comment détecter de tels phénomènes? La question est entière. Est-ce que le renseignement en France arrive peut-être à le faire? Et s'il n'y a aucune tuerie de masse en France, c'est peut-être aussi qu'il y a des attentats déjoués dont on ne sait rien. Il y a eu des tueries de masse en France. Je veux dire, pas par ce type de profil exact, mais il y a eu des tueries de masse en France. Il y a aussi eu des hommes qui ont été identifiés par le renseignement, manifestement, notamment l'un des deux meurtriers du père Hamel. Il avait manifestement un fil à la patte, comme on dit dans le renseignement. Enfin, il était identifié comme étant un homme dangereux. Donc après il y avait eu des signalements. Il y avait eu des signalements, il y avait une forme de surveillance. Après, la question, c'est de savoir la capacité des services de surveillance, des services de police à surveiller jusqu'où on va, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de tuerie de masse en France. Simplement, effectivement, ce profil-là, avec, comme le disait Henrik, des tueries de masse dans les écoles, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, mais on a d'autres drames, malheureusement, d'autres profils de tueurs de masse. Lou Bémont-Senneville, Henrik Lindell pour le débat du jour. Et donc une campagne électrochoc à présent dont on va parler contre la consommation de drogue. Elle vise à culpabiliser les consommateurs de stupéfiants pour lutter contre le narcotrafic. C'est une initiative du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui est une pièce maîtresse aujourd'hui du gouvernement Bayrou, et qui donc se prévaut d'une première, parce que la campagne que nous allons diffuser, je le cite, n'est pas une campagne de sensibilisation, mais une campagne de culpabilisation. Il l'a dit lors d'une conférence de presse place Beauvau, une vidéo d'une 20aine de secondes sur fond noir où se succèdent des images d'un joint allumé puis d'un lampadaire qui s'enflamme, tout comme une peluche ou encore une voiture qui va être diffusée donc à partir de dimanche et jusqu'au 2 mars à la télévision, sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, et elle sera aussi affichée dans les transports. Que pensez-vous de cette initiative? Henrik Lindell, Lou Bémont-Senneville. Manifestement, pas manifestement, le trafic de drogue explose totalement en France avec les prises de cocaïne, le nombre de sacs de cocaïne pris par la police cette année en 2024 a doublé par rapport à 2023. Effectivement, il y a une très très grande violence de ces narcotrafiquants. Il y a aussi une très forte propension de ces mafias à devenir des mafias en tant que telles, c'est-à-dire à non seulement se menacer entre elles, mais aussi à commencer à exercer des pressions sur des responsables politiques, sur des juges, sur des journalistes. Donc voilà, comme on connaît un peu en Italie ou en Amérique latine. Donc effectivement, il semble qu'une campagne choc ou de culpabilisation soit plus que nécessaire et que ce fléau se propage à très grande vitesse dans la société française. Sachant que cette campagne sera financée par les biens qui sont confisqués aux trafiquants de drogue, a précisé le ministre. Moi, je suis à fond pour. Je donne mon point de vue. On est dans un débat, dans une émission de débat. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est formidable. Je pense qu'il faut culpabiliser les gens. Je crois énormément à ça. C'est peut-être aussi mon expérience là, pour le coup, encore une fois, de Suédois. On culpabilise beaucoup les gens en Suède, les gens qui sont au volant, par exemple. Et du coup, on a moins d'accidents en Suède. Alors, dans le domaine des drogues, on les culpabilise pas encore ou pas suffisamment. Mais surtout, au-delà, je dis ça avec un clin d'œil, on est d'accord, mais simplement parce que j'en sais rien. Mais justement, on n'a pas encore essayé.
On n'a pas encore essayé ce que propose Bruno Retailleau, et avec lui plein d'équipes qui ont cette idée-là. Et qu'est-ce que nous avons à perdre en essayant autre chose? Et donc, essayons cette piste-là. Je pense plus sérieusement que la drogue ou les drogues deviennent un tel phénomène dans la société qui concerne pas seulement la santé des gens, mais parfois ça peut donner lieu à des liens et des relations mafieuses qui s'introduisent dans des départements de l'État, etc. Donc c'est un phénomène qu'il faut combattre massivement par tous les moyens. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu tous les moyens légaux sur le sujet de la culpabilisation? Il ne faut pas exagérer non plus. Oui. Henrik Lindahl et Lou Bémont de Setteville, sur le sujet de la culpabilisation, est-ce que ce que propose Bruno Retailleau n'est pas en rupture avec une certaine culture de la tolérance qui avait prévalu et qui va jusqu'à dire qu'on pourrait dépénaliser le cannabis, et que si on noircit le narcotrafic, on touche pas au consommateur qui a bien droit de s'acheter un petit joint de temps en temps. C'est un petit peu ça qui a prévalu, hein? Non, Lou Bémont? Je ne sais pas, peut-être à un certain moment, effectivement, mais ce qu'on constate surtout, c'est une très très grande banalisation de d'autres types de drogues que le cannabis, en réalité. C'est-à-dire que sur les 85 000 consommateurs de drogue qui ont été verbalisés en 2024, il y a un très grand nombre et un nombre grandissant de consommateurs de cocaïne. Donc effectivement, la nature aussi du trafic et la nature des drogues qui circulent change. Vous savez, ce qui est compliqué avec cette question du narcotrafic, c'est que c'est un peu comme l'hydre de Lerne. Vous savez, c'est cette figure de la mythologie grecque. Quand vous lui coupez une tête, il y en a toujours une qui repousse. Donc effectivement, les policiers vous racontent que lorsque vous vous arrêtez les gens à un point de deal, eh bien, ils se déplacent plus loin. Ça peut tourner autour de places, dans des quartiers. Donc voilà, effectivement, il y a une volonté là du ministre de l'Intérieur qui, à mon avis, est très bonne, de prendre le problème par les deux bouts, c'est-à-dire que de taper le plus possible les vendeurs du trafic et ceux qui l'organisent, qui sont très très organisés, et puis de faire comprendre aux consommateurs que lorsque vous achetez 1 gramme de cocaïne ou lorsque vous fumez un joint, et ben en fait c'est pas uniquement un acte individuel, c'est-à-dire que votre consommation elle nourrit tout un trafic, et un trafic criminel. Le consommateur est trafiquant. International. Le consommateur, il participe à un trafic international qui est bien au-delà d'une propre consommation individuelle. Henrik Lindahl. Oui. Louis, moi je pense qu'il y a eu trop de tolérance, trop de discours allant dans le sens « Ah, c'est pas très grave, oui, mais il faut comprendre ». Je pense qu'il faut lutter contre ce discours, oui, pour le dire très franchement. J'ai vu plusieurs... c'était juste un exemple, ça peut vous faire rire, vous pouvez trouver ça totalement ridicule. Il se trouve que j'aime beaucoup un artiste qui s'appelle Elton John. Voilà, ça c'est mon idole. Voilà, chacun son. Voilà, j'adore Elton John. Il a eu des problèmes. Non, mais c'est comme ça. Voilà, ok. Donc lui, je ne discute pas. Il connaît les problèmes de drogue parce qu'il a souffert de ça pendant 20 ans de sa vie. Il a failli mourir. Il s'est inscrit dans un institut où il a pu être guéri de ces problèmes-là. Et lui, il a provoqué un vaste débat au Royaume-Uni il y a quelque temps en disant qu'il est contre la légalisation du cannabis. Et il est pour l'interdiction totale et massive partout. Alors ça fait beaucoup, donc ça a beaucoup surpris dans les milieux, on va dire, bien pensants du rock, de gauche, libéraux et tout ça, parce que normalement on est pour la légalisation du cannabis en particulier. Donc je vous donne cet exemple qui peut faire sourire, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui ont eu des problèmes de drogue qui disent aujourd'hui qu'il faut l'interdire? A priori, ils savent de quoi ils parlent. Et c'est comme pour les alcooliques, je crois que le problème est le même. Donc c'est un mal qu'il faut combattre. Et on peut tourner autour de ça, on peut dire que oui, mais c'est pas si dangereux que ça. Il y en a qui disent maintenant que cocaïne, c'est ça on peut gérer, on peut ne pas devenir super dépendant, etc. La cocaïne, tout cela est un mal qu'il faut combattre. Un point, c'est tout. Il y a un mot terrible qu'on voit, nous, journalistes, qui dit la banalisation du narcotrafic, c'est le mot narcomicide. Le mot narcomicide, il est né il y a quelques mois, c'est la contraction de homicide et de narcotrafic, narcobanditisme. Et donc, ce sont les meurtres qui sont liés au trafic de drogue. Et lorsque ce mot de narcomicide, moi je l'ai vu pour la première fois écrit,
Et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, ça me paraissait logique. Voilà, donc voilà, c'est à ce genre de choses qu'on voit aussi la banalisation d'un mal et la banalisation d'un phénomène. Et c'est un phénomène qui est extrêmement inquiétant. Et voilà, c'est un signe quand même très concret de l'entrée et de la montée du narcotrafic. Mais là, l'État s'attaque au phénomène de façon très frontale. Cependant, dans certains quartiers, il y a certains vendeurs qui sont dans une grande précarité, qui utilisent le narcotrafic pour vivre, et parce que le narcotrafic leur apporte bien plus de revenus que n'importe quel autre travail. Est-ce que, en ne ciblant pas ce point-là, l'État risque pas de passer à côté d'un de ses objectifs? Mais je pense qu'il cible des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, et c'est ce qui est nouveau, de cibler les consommateurs, et en même temps, il y a une volonté, notamment avec un projet de loi une proposition de loi, pardonnez-moi, qui a été proposée au Sénat il y a quelques jours, de taper les trafiquants au portefeuille, c'est-à-dire de geler des avoirs financiers. Je parle pas des grands trafiquants, je parle du petit... Du consommateur. Est-ce qu'il faut geler même les avoirs du consommateur, après tout? Pourquoi pas? Parce que là, on ne parle pas tellement... Quand Bruno Retailleau dit fumer un joint, prendre un rail de cocaïne, c'est avoir du sang sur les mains, ça veut dire que le consommateur devrait être poursuivi devant la justice de manière beaucoup plus ferme, peut-être qu'il ne l'est aujourd'hui. En tout cas, devrait être poursuivi devant la justice en soi. Mais je veux dire, bon, après, il y a un problème de... Je suis pas sûr que le budget qui est passé hier augmente de manière considérable les moyens de la justice. Mais, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que c'est une campagne psychologique. C'est-à-dire que c'est pas une campagne on n'annonce pas des arrestations massives. C'est une campagne psychologique pour essayer d'empêcher les gens d'agir. Voilà, c'est une manière de dire qu'on ne fera pas plus. Je ne sais pas si on fera pas plus, mais en tout cas, on n'annonce pas des vagues d'arrestation des consommateurs. Oui. Si on veut acheter des drogues, on peut assez facilement. Je ne le fais pas, mais je pense qu'on peut le faire parce que c'est ce que je lis, c'est ce que je comprends. Et donc, in fine, c'est la décision individuelle du consommateur potentiel qui compte vraiment. Il faut le culpabiliser, oui. Et s'il a besoin d'aide parce qu'il souffre pour des raisons psychologiques, mais que cette aide lui soit fournie dans ce cas-là. Aide ou sanction, Henrik Lindell? Les deux. Les deux. Vous parliez tout à l'heure de l'alcool et de la cigarette. Alcool et cigarettes, certains scientifiques disent c'est aussi une drogue en soi. Oui. Il peut y avoir un phénomène d'addiction. Oui, mais ça n'abîme pas, en tout cas la cigarette, le tabac n'abîme pas le cerveau. Et ça ne produit pas d'effet hallucinogène. Le but n'est pas directement de produire un effet hallucinogène. C'est la différence entre les drogues et l'alcool et la cigarette. Un dernier point peut-être, il nous reste une minute. Lou Bémont-de-Senneville, comment on peut resituer par rapport à la trajectoire politique de Bruno Retailleau ce genre d'initiative? Est-ce qu'il y a des éléments... Est-ce qu'il affirme de plus en plus? Est-ce qu'il laboure son terrain de plus en plus? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est effectivement le ministre du gouvernement Bayrou, mais c'était aussi le cas avec le gouvernement Barnier, qui imprime dans l'opinion, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il est en train de marquer et l'opinion et la droite, sa famille politique, à tel point que Laurent Wauquiez, qui est le président de LR, en prend ombrage, et que la relation entre les deux hommes devient de plus en plus compliquée. Donc effectivement, c'est sans doute quelqu'un avec qui la vie politique va devoir compter dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Lou Bémont-de-Senneville, Lacroix, Henrik Lindell, La Vie ce matin pour le débat du jour. Merci Louis Dauphren. Un grand merci à Pierre-Henri Paget qui depuis 6h30 réalisé cette matinale. Il la présentait pas, mais il l'a réalisé. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour Melchior Gormand.